Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Nous avons l'honneur ce soir de recevoir professeur Songué Diouf. Bonsoir professeur. Bonsoir Imen. Alors vous êtes auteur, écrivain et surtout philosophe sénégalais. Vous avez également enseigné la philosophie au lycée Sitoé Diatta en 2000. En 2004, vous avez animé une émission sur TFM, MOTS, contre mots MAUX. Absolument. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors on vous appelle le philosophe de Youssou N'Dour. Pouvez-vous nous en dire quelles en sont les raisons? Vous qualifiez Youssou N'Dour d'être d'une intelligence supérieure. Vous lui vouez une appréciation particulière. Oui, merci d'abord pour l'invitation. Il faut dire que ça, c'était dans un contexte relativement lointain. C'était au début des années 2000, quand il avait commencé un mouvement qui s'appelle Feke Machibole, par lequel il signait son baptême de feu et son entrée en scène politique. Donc il avait fait appel à, entre guillemets, ce qu'il appelait des compétences comme les miennes. Et donc je l'ai accompagné, mais ça a duré 2 mois ou 2 mois et demi, tout plus, c'est une parenthèse donc, qui s'est vite refermée. Maintenant, ce qui a été plus long, la collaboration que j'ai eue, elle a duré 10 ans au moins, avec le groupe Futur Média GFM, donc qui est l'empire médiatique qui est battu par Youssou N'Dour. Au-delà de ça, moi je suis professeur de philosophie depuis bientôt une trentaine d'années. Je suis formateur en philosophie pour le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, chroniqueur toujours, mais également romancier, préfacier, essayiste, voilà, animateur d'activités culturelles. Fondamentalement, c'est ça. Merci. Alors, votre regard sur la politique est différent des notions qu'on a l'habitude de voir, qui font souvent dans la polémique. Vous prenez un retour à l'essentiel. Vous dites, je cite, « Retourner au sens premier que les Grecs donnaient à la politique, pouvoir se sacrifier, mettre sa personne, ses compétences au service de son peuple. » Pensez-vous que cette façon de faire de la politique est valable aujourd'hui, sachant que la politique d'aujourd'hui est plutôt décrite comme l'art de l'hypocrisie? Oui, c'est vrai que le terme a été subverti dans sa pratique, hein, mais dans le message et dans la signification profonde et originelle du mot politique, je crois que quelle que puisse être l'époque, quelle que puisse être la société, quels que puissent être les hommes auxquels ça s'applique, le principe, il est intangible. Vous le savez très bien, la démocratie, elle suppose la vertu. Rappelez-vous, l'un de ceux qui ont le plus puissamment théorisé la démocratie, la gouvernance par la démocratie, c'est l'auteur du contrat social que vous connaissez bien, Jean-Jacques Rousseau. Je me souviens quand il referme les pages de ce livre-là, le contrat social mondialement connu, il dit, mais s'il existait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Fin de citation. C'est très clair. Quand il dit s'il existait un peuple de Dieu, c'est démocratiquement qu'il se gouvernerait. Mais un peuple de Dieu, ça veut dire quoi? Si je ne trahis pas l'esprit de sa pensée, un peuple de Dieu, c'est un peuple à cheval sur la morale, sur la vertu, respectueux des droits fondamentaux de l'humanité. Et donc ça veut dire que la démocratie, elle est une organisation politique, mais qui est sous-tendue encore une fois, mais par un arrimage aux valeurs morales cardinales, fortes et essentielles, véritablement de la démocratie. Rappelez-vous quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Kant, que je relisais dans ma chambre d'elle tout à l'heure, qui une phrase comme ça que j'ai rencontrée, j'ai dit, elle est belle, on devrait la servir à tous les politiciens du monde. Il dit, la vraie politique, et il souligne, la vraie politique ne doit pas faire un pas sans avoir auparavant rendu hommage à la morale. C'est une manière également de montrer que les deux sont absolument liés. Et ce que je dis et continue à dire dans mes écrits, par exemple dans mon dernier roman que j'ai publié il y a 2 ans, qui s'appelle Délire, délices et dérives. Hein. Donc dans ce roman, j'insiste sur ça en montrant qu'en fait, de plus en plus, la morale a quitté la politique. Et c'est cette rupture entre justement la politique et l'éthique, mais qui est responsable de toutes les dérives auxquelles nous assistons. C'est vrai maintenant qu'on ne va pas demander à la politique entièrement d'être morale de bout en bout. Elle ne peut pas l'être. Hein, mais au moins que dans ses finalités essentielles, qu'elle soit encore une fois adossée à la morale. Voilà l'essentiel de ce que je prêche quand il s'agit de politique. De politique. Voilà. Et vous êtes justement philosophe et vous aimez ça. Vous avez enseigné la philosophie. Comment peut-on, selon vous, amener la jeunesse à aimer la philosophie, à la rendre, on va dire, plus accessible? En parfait pédagogue que vous êtes, quelle méthode avez-vous employée pour faire aimer la philosophie à vos élèves? La méthode
c'est celle qui consiste à réconcilier d'abord la philosophie avec elle-même. Parce que la philosophie, je ne dirais même pas la philosophie, l'enseignement. Je ne dirais même pas l'enseignement, le journalisme. Je ne dirais même pas le journalisme de la communication. Là où il y a communication, il y a forcément séduction. Celui qui ne séduit pas ne communique pas. C'est valable pour le journaliste, c'est valable pour l'enseignant et de surcroît pour le professeur de philosophie. D'ailleurs, dans l'imaginaire collectif, l'élève qui vient de première, qui est en terminale, vous êtes prof de philo, si vous cherchez vos mots, si vous vous grattez la tête, il dira c'est le prof le plus nul que j'ai jamais rencontré. Ça veut dire que donc il y a ce rapport-là affectif de séduction qu'il faut installer, faisant que les enfants, vous pouvez les faire venir. Maintenant, pour répondre le plus directement à votre question, sur le plan pratique, qu'est-ce que je fais? Je suis célèbre au Sénégal pour faire ce qu'on appelle des synthèses de philosophie. Qu'est-ce que j'appelle des synthèses de philosophie? Je pars du principe que la philosophie n'est pas née dans un cadre formel. Hein? Elle n'est pas née dans la salle de classe, elle n'est pas née dans l'amphithéâtre. Non. La philosophie, son théâtre, c'était d'abord l'agora, l'espace public. Socrate n'a jamais rien écrit. Il passait son temps dans les rues d'Athènes, capitale de la Grèce antique, regrouper les jeunes gens autour de lui dans l'espace public. Et donc, c'est comme ça qu'il les initiait à la philosophie. Donc, c'est une façon d'être pénétré. À mon niveau, c'est déjà fait, mais d'en faire pénétrer l'esprit des élèves. Et donc, par ces rencontres-là, je fais des tournées au plan national et même parfois en Afrique, mais des tournées où je rassemble des élèves. Vous pouvez vérifier la dernière fois, la dernière tournée que j'ai faite, ou la dernière grande synthèse que j'ai faite, elle remonte au 29 juin. Il y avait 8000 ou 10 000 élèves au moins qui étaient là. Donc ça, c'est la meilleure manière, semble-t-il, de les faire aimer, de sortir la philosophie de son carcan, de les mettre dans un contexte moins stressant pédagogiquement et de faire en sorte que de plus en plus, au début, on me disait, mais ce fou-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, etc. Mais on se rend compte que de plus en plus, tout le monde y va de ses propres synthèses. Voilà, c'est ça. Alors, 10 ans après la disparition de Nelson Mandela, un constat s'impose. Lequel serait-il selon vous? Le constat qui s'impose, c'est que l'héritage n'a pas été suffisamment assumé, ça c'est clair. Hein? Parce que les valeurs qui ont été léguées par Nelson Mandela, c'est d'abord des valeurs de fraternité, des valeurs d'humanité, mais des valeurs d'universalité. Or, si vous regardez aujourd'hui, qu'il s'agisse du plan politique ou même des rapports entre individus, en tout cas au plan africain, vous vous rendez compte que presque c'est comme si Nelson Mandela avait travaillé pour rien. Parce que Mandela, il a subi toutes les humiliations, on le sait. Mais la principale leçon, c'est enseigner l'homme la capacité de grandeur, la capacité de dépassement, la capacité de pardon. Mais je vous pose la question, est-ce que ces valeurs-là, elles se manifestent dans les rapports entre États, dans les rapports entre individus? Il est clair que non. Et donc, de ce point de vue-là, il y a encore quelque chose à aller prendre au niveau de Nelson Mandela, même si j'ai dit d'un autre point de vue, je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, il faut démandéliser. Démandéliser, c'était une manière de dire qu'il ne faudrait pas en faire une momie, un dieu derrière lequel on s'agenouillerait. Non, il a fait notre fierté, il a marqué son époque, il a répondu aux préoccupations de son temps. On en tire l'esprit, mais pour le reste, nous devons l'intégrer dans une démarche nouvelle, féconde de création et de récréation permanente. Justement, en cette lutte pacifique de Madiba, à l'image de celle de Gandhi contre la violence de l'apartheid, c'est aussi une forme de philosophie. Oui, c'est une philosophie, j'ai dit, de l'enseignement par l'exemple. De l'enseignement par l'exemple, pourquoi? Parce que c'est dans sa chair, lui, qu'il a vécu ça. Hein? Ce n'est pas simplement d'un point de vue idéologique, mais c'est dans la chair qu'il a vécu. Et qu'il était capable, comme j'ai dit, après, d'avoir la grandeur d'esprit, de comprendre que s'il se mettait dans la posture de la vengeance, son pays embraserait et qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui. Donc il a eu cette grandeur-là qu'on sent à dépasser et à dire l'Afrique du Sud, elle n'est belle, mais que justement lorsqu'elle est arc-en-ciel, réconciliée avec sa diversité ethnique, linguistique, culturelle, voilà, c'est ça. Absolument. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, bombardé depuis plus de 23 jours par une aviation extrêmement forte contre une population civile désarmée. Le faible contre le fort, mais par son stoïcisme, Gaza reste quand même la plus forte. C'est aussi une forme de philosophie. Oui, c'est une philosophie que vous charriez vous-même. Oui, j'ai dit tout à l'heure, je crois, c'est une forme de théâtralisation de l'hypocrisie de l'humanité. Moi, ce que je dis, ça c'est la théâtralisation la plus forte de l'hypocrisie de l'humanité. Nous sommes dans un monde qui a renoncé à la vérité. Moi, c'est le seul enseignement que je tire de ce conflit-là. Tout le monde voit, mais personne ne voit. Oui. Tout le monde entend, mais personne n'entend. Le récit varie selon qu'on regarde Al Jazeera ou France 24, ça dépend. Donc ça veut dire
quoi, tout le monde passe son temps à se regarder dans les yeux et à se mentir. Mais quand vous regardez, parfois, vous êtes choqué. Il m'est arrivé d'avoir envie d'écraser mon poste téléviseur à la maison quand j'ai cliqué juste où le monsieur disait c'est un pogrom, c'est-à-dire il appelait pogrom l'attaque du Hamas contre Israël et que l'humanité n'avait jamais subi une attaque aussi truc. J'étais horrifié, quoi, comment, sans trembler. Et puis il a fait un tour de table, des commentateurs soi-disant éclairés qui abondaient dans le même sens. Je dis bon, malheureusement, nous sommes dans un monde de fake, et ce fake-là, c'est surtout sur le plan politique. C'est une forme de déni aussi. C'est une forme de déni. Oui, mais ça veut dire que c'est la mauvaise foi, je dis très clairement. C'est de la mauvaise foi. C'est un mensonge consenti universellement. Voilà. C'est un mensonge consenti universellement, une hypocrisie sur laquelle on s'est accordé et dont il faudrait sortir parce que les seuls éternels martyrs, mais voilà, moi ce que je crains, c'est l'extermination d'un peuple devant le spectacle affligeant d'un monde qui se ment à lui-même et qui cherche des responsabilités. Et donc, quel rôle doit jouer l'Afrique aujourd'hui devant ce déclin de la morale ? Quel rôle devrait-elle jouer devant ce déclin de la morale? Commencer par se moraliser elle-même, du point de vue de la pratique de ses dirigeants, du point de vue de la pratique de ses hommes tout court. Hein. Parce que, bon, s'il y a quelque chose que nous devons gagner à obtenir, c'est véritablement de rester ce que nous sommes. Ça veut dire de rester profondément homme et de rester profondément humain. Ça a été une valeur fondamentale quand même de l'Africain. Mais aujourd'hui, nous avons tendance de plus en plus à nous laisser emporter du point de vue comportemental et moral, j'ai dit, mais dans la mouvance générale du monde, c'est clair. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, professeur. Merci à vous de nous avoir suivis. Notre émission touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle plume du SILA.